Il est 13h. Merci de nous rejoindre dans ce journal dont voici les titres. La campagne pour le référendum s'ouvre dans quelques jours. L'autorité de la communication souhaite que la couverture médiatique se fasse dans les règles. Une rencontre s'est tenue sur la question à Conakry. Les organisations de la société civile au centre des attentions. Un soutien pour des actions citoyennes est en cours. 1 million d'euros injectés pour faciliter leur réalisation. Et puis la ministre de l'Agriculture à l'intérieur du pays, une rencontre avec les acteurs de la filière café, cacao et les groupements maraîchers a lieu en Guinée forestière, occasion de solliciter des accompagnements. Bonjour à tous. Tout d'abord, les statistiques définitives du fichier électoral biométrique permanent et la cartographie des bureaux de vote sont désormais disponibles. La cérémonie de leur présentation s'est déroulée ici à Conakry. Plusieurs personnalités du pays étaient présentes à la rencontre. Compte rendu Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Un mois après la présentation des statistiques provisoires du fichier électoral biométrique, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction générale des élections, après vérification et correction, organise la cérémonie de présentation des statistiques définitives du fichier électoral biométrique permanent et de la cartographie des bureaux de vote. Total électeur 6 768 458, dont 125 271 électorats de la diaspora. Hommes, 3 149 254. Femmes, 3 493 251. En présidant cette cérémonie de présentation, le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, s'est réjoui du succès de l'opération. Au nom de M. le Premier ministre, saluer le leadership du chef de l'État et tous les membres du CNRD, les membres du gouvernement qui se sont impliqués depuis le début de ce processus, qui aujourd'hui se passe des commentaires qui donnent un résultat qui ne souffre d'aucune contestation et qui permettra aux Guinéennes et aux Guinéens d'aller librement voter le 21 septembre 2025. Pour plusieurs observateurs de la scène politique guinéenne, cette étape constitue un palier important dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel qui marquera la fin de la transition avec plusieurs élections planifiées, dont la première à partir de ce 21 septembre. Et c'est justement dans ce contexte que les Guinéens s'apprêtent à se rendre aux urnes. Ce sera le 21 septembre prochain au compte du référendum. Alors, comment assurer une bonne couverture médiatique de cette échéance électorale, notamment la campagne qui s'ouvre dans quelques jours? La haute autorité de la communication a échangé sur la question avec les responsables des médias et les acteurs politiques. Mamadou Saliouba. Dans cette salle du palais du 25 août, les commissaires de la haute autorité de la communication ont reçu les acteurs clés de la campagne référendaire. D'abord avec les représentants des formations politiques, les mouvements de soutien et les acteurs de la société civile, les débats ont essentiellement porté sur les modalités d'accès aux médias pendant la période de campagne. Sur la base de ce que j'ai entendu, il n'y a rien qui soit aussi contraignante. Au contraire, tout est fait pour que les partis politiques puissent s'exprimer librement, en toute égalité, voire même en équité. Ça m'a donné une très grande leçon, puisque, il faut l'avouer, je suis à ma première expérience. Mais la vérité est que si la couverture médiatique est faite, ça donnera l'opportunité à tous les partis politiques de s'exprimer aux antennes. C'est au tour des responsables des médias publics et privés de conférer avec les commissaires de la HAC sur la table une seule question: comment réunir les conditions d'un accès équitable aux médias pour toutes les tendances durant la période de campagne. Les dispositions réglementaires que la HAC va mettre sur pied, nous allons marcher en fonction de ces dispositions. Nous saurons la liste de ceux qui ont le droit d'être sur le terrain pour faire campagne. Nous aurons la liste de leur temps d'antenne et nous saurons où aller les couvrir. Soyez sûrs que
parti politique ou mouvement, si la HAC a décidé que vous allez prendre la parole, si la HAC a décidé que vous aurez un temps d'antenne, vos temps d'antenne, vous les aurez sans problème. On doit stricto sensu respecter les consignes qui sont données, faire en sorte, parce que c'est très important à ce niveau, de faire comprendre aux médias, de nous donner la parole uniquement qu'aux entités qui sont légalement reconnues au moment où nous parlons en République de Guinée. Le président de la Haute Autorité de la Communication a insisté sur le strict respect des règles de bonne conduite pendant la campagne référendaire, aussi bien pour les acteurs politiques que pour les responsables des médias. Nous avons attiré leur attention sur la nécessité de veiller à l'équilibre entre les tendances, mais surtout à veiller à ce que les institutions soient respectées, à ce que l'ordre public soit préservé, à ce que la défense du territoire soit préservée. La campagne référendaire démarre ce 31 août pour prendre fin le 18 septembre, une période durant laquelle l'accès aux médias est réglementé pour les acteurs de la campagne. Et puis, facilitation et sécurisation des échanges. La Direction générale des douanes s'accorde avec System First Guinée, mandaté par le Conseil guinéen des chargeurs. La signature du partenariat a pour objectif d'harmoniser les interventions en matière d'importation et d'exportation des marchandises. Merci Arsouma. Pour l'entrée et la sortie des marchandises, plusieurs services sont impliqués. En bonne place, les douanes et le Conseil guinéen des chargeurs. Un accord est signé avec le System First Guinée, mais de quoi s'agit-il concrètement? Il faut savoir que SFG gère le bordereau électronique de suivi des cargaisons, qui est une prestation de service de transport et qui amène à une certaine quantité d'informations, mais il faut pouvoir gérer l'entièreté et des importations et des exportations, et grâce à ce protocole d'accord, nous aurons accès à l'ensemble des informations import-export. Pour les deux parties, les avantages sont multiples. L'interconnexion des deux plateformes permettra non seulement à la douane de disposer à temps réel des informations précises pour mieux cibler les contrôles, accélérer le dédouanement et réduire les délais, mais également au Conseil guinéen des chargeurs, à travers son mandataire, de mieux assister et de défendre les intérêts des chargeurs en se rassurant que chaque opération soit enregistrée, sécurisée et conforme. Cette signature ouvre la voie à la facilitation et à la sécurisation des échanges conformément aux standards internationaux. Le Conseil guinéen des chargeurs a été très auditif par rapport à nous. Nous avons travaillé ensemble pendant des jours pour mettre en place ce protocole d'accord. Mais vous l'avez dit, on ne le dira jamais assez. La sécurité de la chaîne logistique internationale, c'est une priorité de l'Organisation mondiale des douanes, de l'Organisation mondiale du commerce. La sécurisation, la facilitation, les échanges sont de nos jours des défis énormes qu'il faut relever. Des défis avec pour finalité la mobilisation accrue des recettes. Un accent est mis sur l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité du port autonome de Conakry. Et puis comment redynamiser les interventions des organisations de la société civile en Guinée? 1 million d'euros sont investis pour soutenir des initiatives citoyennes dans tout le pays. C'est l'œuvre du projet Société civile dynamique et performante financé par l'Union européenne. Maïmouna Bella Diallo et Mamadou Djoumaba. Dans les locaux du Catholic Relief Service, les représentants de 28 projets venus des 8 régions administratives de Guinée signent leur convention de subvention. Une enveloppe de 1 136 000 euros pour soutenir plus de 78 organisations de la société civile réparties sur 3 guichets. Plaidoyer, dialogue politique et contrôle citoyen de l'action publique. Ce sont des projets qui ont été sélectionnés à Conakry et dans les 7 autres régions administratives. Les thématiques des projets qui ont été sélectionnés portent sur les droits humains, la lutte contre les violences basées sur les genres, la gouvernance inclusive, la promotion des droits des femmes et des jeunes. Nous sommes très fiers, au nom de l'Union européenne, de pouvoir accompagner la société civile guinéenne.
Ceci est mis en œuvre par un consortium, Catholic Relief Service, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée et l'ONG Enfants du Globe. Tous s'engagent à accompagner les bénéficiaires dans la mise en œuvre et le suivi des projets. Nous saluons vraiment l'initiative que CRS a eu à mettre en place avec le consortium de Razgui et de l'Enfant du Globe. Et nous remercions vraiment les partenaires, le bailleur du CRS, l'Union européenne. La joie est immense et nous souhaitons vraiment être à la hauteur de leurs attentes. Pour l'Union européenne, ce financement s'inscrit dans une vision, une société plus équitable, inclusive et participative. Nous venons de franchir une étape extrêmement importante de notre projet, qui est celle de la mise à disposition des fonds pour soutenir les initiatives portées par les organisations de la société civile. Donc, après avoir investi dans leur renforcement de capacité, assurer leur montée en puissance sur des thématiques essentielles, il était important de mettre à leur disposition des fonds pour leur permettre de réaliser leur activité. Cette signature symbolique marque le début d'une collaboration fondée sur la transparence, la confiance et l'engagement. Un signal fort pour renforcer le rôle des citoyens dans la gouvernance du pays. Le ministre de la Jeunesse a rencontré les membres du Conseil national des jeunes de Guinée et leurs partenaires. Des échanges pour entretenir le dialogue, la concertation et renforcer la collaboration entre ces entités. Des questions qui favorisent surtout l'épanouissement des jeunes du pays ont alimenté les discussions. Yara Diallo. Le ministre de la Jeunesse rencontre pour la première fois les membres du Conseil national des jeunes de Guinée, CNJG, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Les échanges portent sur l'implication des jeunes dans la vie citoyenne, le développement de projets socio-économiques et le renforcement du partenariat entre l'État et les acteurs du secteur. Cette rencontre que nous couplons à un plaidoyer vise à attirer votre attention sur nos besoins et préoccupations majeures afin qu'ils soient pleinement pris en compte dans les politiques publiques. Malgré notre engagement depuis la mise en place et des nombreuses activités réalisées, nous faisons face à des défis majeurs, tels que bien sûr le manque de locaux de certains de nos bureaux à l'intérieur du pays et à tous les niveaux d'ailleurs, l'insuffisance des moyens logistiques. C'est un réel plaisir pour nous, plan international, en tant qu'organisation centrée sur la jeunesse, de voir une volonté politique d'associer les jeunes dans les instances de prise de décision, d'écouter et d'accompagner les jeunes. C'est vraiment une belle réussite, c'est un fort engagement qu'il nous envoie. Le ministre Cellou Baldé salue la création du Conseil national des jeunes de Guinée et réaffirme l'engagement de son département à soutenir toutes les actions en faveur des jeunes. Nous allons prendre connaissance du mémorandum et ensemble, dans une synergie d'action, non seulement avec les cadres du département, mais avec les autres départements concernés, nous allons essayer de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Et donc, nous avons rassuré le CNJ de la disponibilité du gouvernement de la République, de la disponibilité des cadres du département en charge de la jeunesse pour les accompagner davantage dans l'éducation, la formation, l'insertion, l'emploi et l'auto-emploi des jeunes. Cette rencontre marque un nouveau départ pour une collaboration active entre le ministère et les structures de jeunesse. L'objectif est de transformer les engagements en actions concrètes au service de l'épanouissement et de l'amélioration des conditions de vie des jeunes. En Guinée forestière, je le disais au sommaire, la ministre de l'Agriculture a aussi rencontré les acteurs de la filière café-cacao et les groupements maraîchers. Un déplacement jugé opportun puisque ces filières ont besoin aujourd'hui de soutien pour leur croissance. Les acteurs sollicitent justement cet appui pour booster le rendement. Fodé Camara. Dans le cadre du suivi de la campagne agricole à la direction régionale de l'agriculture de Zérékoré, la ministre Maria Massiré Silla a échangé avec la Fédération nationale des planteurs de café et cacao de Guinée, une fédération qui compte plus de 15 000 membres. Ce conclave multi-acteurs était aussi ouvert aux membres des groupements maraîchers et à la coopérative des femmes de la Guinée forestière. Quand nous prenons aujourd'hui, avec la vision 2040 Simadou, les produits maraîchers, il y a la rareté sur le marché. Quand les sociétés viennent s'approvisionner, nous aurons la rupture souvent sur le marché. Vu tout cela, nous sollicitons un accompagnement, non seulement pour élargir nos activités, un moyen technique, les moyens matériels, et aussi la création vraiment d'une banque agricole. De Zérékoré, direction Guékédou,
une zone où la principale préoccupation est liée à la relance du projet d'appui au développement agricole du pôle G. Un projet qui couvre les préfectures de Guékédou, Kissédougou et Massanta. On a ce projet que le gouvernement a initié depuis quelques années, qui malheureusement a été un peu retardé, parce qu'un de nos partenaires n'a pas continué pour le moment la communication sur le partenariat. Mais moi, je m'engage à vraiment travailler activement, à clarifier la situation, et j'espère trouver en tout cas un appui élémentaire pour que, à leur tour, à travers eux, on puisse aussi vous appuyer. Toujours à Kédou, la délégation de la ministre de l'Agriculture a pu aussi évaluer l'enquête agricole intégrée pilotée par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires sur toute l'étendue du territoire national. L'enquête agricole annuelle intégrée qui n'est pas seulement axée sur l'agriculture mais aussi sur l'élevage. Mais la présente activité, il s'agit de l'évaluation de la production annuelle au niveau national et c'est ce qu'on est en train de faire pour voir quel est le rendement de la production annuelle en Guinée. La feuille de route de cette enquête est de couvrir 15 000 exploitations agricoles d'ici la fin d'année. Ceci pour avoir des données précises, susceptibles de mieux guider les politiques publiques. Et c'est ce qui va nous amener à parler de la lutte contre les polluants chimiques à courte durée comme le méthane. Conformément à ses engagements internationaux, la Guinée travaille à l'élimination de ces substances nocives pour l'environnement. Une rencontre d'échange vient de se tenir au ministère de l'Environnement pour voir comment faire face à ce phénomène. Mamadou Alpha Baldé. Souvent invisibles, incolores ou inodores, les polluants climatiques à courte durée sont devenus de véritables menaces pour la santé environnementale mondiale. Pour contribuer à limiter, voire éliminer cette menace au niveau local, la Guinée lance l'élaboration d'un plan de réduction des polluants climatiques à courte durée de vie. On a été accompagné par la coalition pour l'air pur et le climat, vraiment pour élaborer un plan d'action sur les polluants climatiques à courte durée de vie et sur la réduction du méthane en Guinée. On aura une feuille de route sur la réduction du méthane en Guinée. C'est cette feuille de route qui va nous permettre encore de développer des projets sur le marché carbone. Ici, différents acteurs venus des structures étatiques et privées échangent sur le sujet. Ils lancent la coalition pour le climat et l'air pur, ainsi des substances nuisibles comme le méthane pourraient être mieux gérées. En 2021, la Guinée s'est engagée à réduire les polluants à courte durée de vie, notamment le méthane, de 30% d'ici 2030. Donc l'objectif de l'atelier là, c'est réunir les experts sur des questions d'atténuation des gaz à effet de serre dans les secteurs de déchets, d'énergie. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de doter notre pays d'un plan d'action de réduction de ces polluants, mais aussi de disposer d'une feuille de route multi-acteurs et multisectorielle afin de favoriser justement la mise en œuvre rapide de ce plan d'action. Sous la tutelle du ministère en charge de l'environnement et du développement durable, la Guinée s'est engagée à réduire de 30% ses émissions de méthane à l'horizon 2030. Dans l'actualité encore, la société de gestion et d'exploitation de Sopiti va poursuivre le dédommagement des impactés de la mise en eau du barrage, une démarche qui s'inscrit dans le cadre du respect de son plan de gestion environnementale et sociale. Les autorités des localités riveraines sont informées au cours d'une rencontre présidée par le directeur de cabinet du gouvernorat de Kindia, Nabi Kamara. La direction générale de la société de gestion et d'exploitation de Soapiti avait rendez-vous cette semaine avec les responsables locaux des sous-préfectures environnantes du barrage. C'était pour discuter des problèmes d'impact environnementaux liés à l'aménagement hydroélectrique de Kaleta. Pour nous qui venons d'arriver au niveau de ces postes, c'est la première fois que nous apprenons les dispositions par rapport à ces impactés-là. Nous avons appris ici qu'il y a des gens jusqu'à présent qui ne sont pas rentrés en possession de leur dû. Donc là, ils ont demandé tous ceux qui détiennent ces papiers, que ces papiers soient légaux, qu'ils viennent au niveau des autorités, présenter maintenant ces documents, afin que les gens puissent rentrer en possession maintenant de ces dus-là.
Soapiti avait élaboré un plan d'action environnementale et sociale, ce qui lui a permis d'indemniser plusieurs impactés par ses travaux de terrain. C'est dans la continuité de cette action que la direction générale de la SOGES a initié cette rencontre. Ici, il s'agit de recueillir les doléances pour essayer de travailler avec les autorités sur ce dossier en vue d'une solution définitive. Quand Soapiti a été mise à eau, il y a eu des inondations et des impacts causés. Des gens qui ont des documents authentiques vérifiables seront tous indemnisés. Ça, c'est une question centrale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Des gens ont été indemnisés. C'est des cas par cas aujourd'hui qui reviennent par rapport à des questions liées à une authentification ou autre. Vous savez, c'était pendant le projet. Mais nous, quand on est venu en tant que société, nous avons dit qu'on allait continuer à faire ce travail-là. La direction générale de la société de gestion et d'exploitation a mis cette rencontre à profit pour vulgariser le projet de nouvelle constitution à l'intention de ses responsables locaux avant le référendum du 21 septembre prochain. Le conseil communal de Fria vient de tenir ses travaux. Les sujets liés au développement de la préfecture ont dominé les débats. Occasion aussi d'élaborer le plan annuel d'investissement et d'adopter le budget pour l'exercice 2025, un budget qui s'élève à plus de 2 milliards de francs guinéens. Moussa Bangora. La commune urbaine de Fria organise sa toute première session du conseil communal depuis l'installation de la délégation spéciale. Cadres techniciens, membres du conseil communal et autres acteurs de la société civile prennent part à cette rencontre. Les travaux sont axés sur l'adoption du budget exercice 2025. Après la session budgétaire, on va sérieusement organiser des rencontres avec les parties prenantes, les acteurs du développement, tous les acteurs concernés pour que chacun puisse donner son point de vue par rapport à tout ce que nous devons faire pour que nous puissions mobiliser des richesses sereines, viables pour développer notre collectivité. En plus de l'élaboration du PAI, plan annuel d'investissement, le budget communal a été adopté. Il se chiffre en dépenses, en recettes, à plus de 2 milliards de francs guinéens. Le budget communal est plus qu'un simple document chiffré. Il est le reflet des choix stratégiques et des engagements pris par les autorités locales pour améliorer les infrastructures et les services sociaux de base, stimuler le développement économique et promouvoir l'emploi local, renforcer l'assainissement, la salubrité et la protection de l'environnement. Quand vous prenez l'année passée 2024 par rapport à cette année, il y a eu une grande amélioration au niveau d'investissement selon la planification. J'ai vu que vraiment la commune est dévouée pour faire un bon travail au nom de la population. Ce montant, une fois recouvré, va servir à la construction des infrastructures sociales de base dans la cité de la Lumune. Parmi les priorités inscrites, la réhabilitation des hangars du marché de l'aviation, la réalisation des latrines au marché central, à la gare routière et à l'école primaire de Tabossi. Développement local toujours, avec les acteurs au niveau déconcentré de la région de Mamoun qui viennent de passer en revue leurs activités. À l'issue du bilan, des orientations ont été données. ONG et partenaires réaffirment ainsi leur volonté d'accompagner les initiatives engagées dans ce sens. Mamadou Pate-Baldé. Ce présent conseil régional de gouvernance participative regroupe l'ensemble des acteurs, cadres régionaux, les ONG et les partenaires au développement. Son objectif est de renforcer la gouvernance locale, améliorer l'efficacité de l'administration régionale et garantir une meilleure prise en compte des aspirations des populations à travers leur participation active au processus de développement. La gouvernance territoriale participative apparaît comme une réponse appropriée, durable et efficace à ces enjeux. Il nous appartiendra désormais de transformer ces recommandations en actions concrètes, suivies et évaluées dans le temps. Chaque inspecteur est passé tour à tour pour venir nous parler de leur activité, de tout ce qu'ils ont eu à faire et des perspectives aussi de leur activité. Donc ça a été vraiment un conseil de gouvernance très riche en contenu.
Durant ces 6 premiers mois, les actions réalisées ont porté essentiellement sur la consolidation de la paix, la mobilisation et la gestion des ressources financières, ainsi que la réalisation des infrastructures. Nous avons formulé des recommandations aussi, nous permettant de pallier ces difficultés à l'avenir. Et nous avons projeté aussi des activités courant le reste de l'année 2025. En perspective, le Conseil prévoit les mêmes activités dont l'accent sera mis sur le renforcement des capacités des cadres, la poursuite d'exécution des actions de développement et le renforcement du tissu social en cette période post-électorale. On termine ce journal avec ces équipements pour plusieurs équipes de football de Kindia. La campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution est au cœur de l'événement. La jeunesse de la préfecture entend ainsi interpeller la conscience pour une mobilisation citoyenne autour de ce qui pourrait être la future loi fondamentale du pays. Falilou Diallo. C'est une forte mobilisation de la jeunesse de Kindia autour du sport, notamment le football, la religion d'état moderne. Il s'agit d'interpeller les consciences sur les enjeux liés à la nouvelle constitution. La jeunesse de Kaleahori pilote l'exercice. On a constaté que les habitants sont beaucoup plus analphabètes. Donc l'explication, on était tenu obligé de parler en langue nationale afin de les faire comprendre le contenu réel ici de la constitution, pour qu'ils puissent à leur tour vraiment vulgariser ça dans leurs ménages respectifs. Bientôt, on va passer à la phase du vote. On ne peut pas demander à quelqu'un de dire oui ou de dire non pendant qu'il n'a pas compris le contenu. Raison pour laquelle on a demandé de faire cette vulgarisation, profiter de l'occasion pendant qu'il y aura beaucoup de personnes aujourd'hui dans ce terrain. Ici, tous sont déterminés à se rendre le 21 septembre prochain pour accomplir leur devoir civique. Au cours de cette rencontre sportive, des messages d'explication ont été véhiculés à langue locale pour éplucher tous les articles du projet de nouvelle constitution. On en a profité pour procéder à la vulgarisation. Le message véhiculé semble être capté par les populations, les supporters qui sont venus pour regarder cette rencontre. Donc vous avez vu d'une pierre à plusieurs coups qu'on est en train de réussir avec cette finale. Sous le rectangle vert, c'est l'équipe des Megastars qui a raflé Dame Coupe aux dépens de Kamanoya. Le tout dans un fair play sportif en mode vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.